Merci beaucoup Somaya Labidi. On est toujours avec Christian Pinaudot, consultant en politique forestière et gestion de risque, Hélène Rouet, journaliste au JDD, Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité, lieutenant David Macri, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert en adaptation au changement climatique. Avant cette courte pause, on entendait Bruno Lafont dire tout haut ce que des milliers d'élus locaux pensent tout bas, et des millions de Français pensent tout bas, parce que les élus locaux commencent à se mobiliser en disant ras-le-bol de cette technocratie française qui nous surcharge de normes et qui nous empêche d'agir sur le terrain. Bruno Lafont, une nouvelle fois, qui a eu cette formule « faut arrêter de parler », qui nous a répondu, qui a répondu à nos questions hier soir. Il dit on a des gens qui viennent nous parler des forêts, ils n'ont jamais mis un pied dans une forêt. C'est extraordinaire quand même. Écoutez. On ne parle de la forêt que lorsqu'elle brûle ou qu'elle est renversée par les tempêtes. Mais la forêt, qui est privée, mais également publique, c'est un outil extraordinaire. Notre balance commerciale est en déficit de 6 milliards d'euros. Ouais. Donc, pour faire des meubles, pour faire des maisons d'habitation, il faut du bois. Mais ce sont les mêmes qui veulent des maisons avec du bois, mais qui ne veulent pas qu'on coupe les arbres. Alors là, il va y avoir un problème. Le mot forêt a disparu. Puis il y a des gens qui s'occupent de la forêt, qui n'ont pas 1 centimètre carré de forêt, mais qui en parlent, et qui nous donnent des conseils, et qui nous disent il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais vous comprenez, la biodiversité. Mais on la développe, nous, la biodiversité. Si nous n'avions pas cela, nous n'aurions pas eu le premier parc local. Il s'est créé autour de la forêt et d'une rivière qui s'appelle l'Ayre, qui prend toute l'eau du bassin versant de la Lande et qui vient se jeter dans le bassin d'Arcachon sur ma commune. Bon, Christian Pinaudot, c'est à se taper la tête contre un mur. On se dit, mais on est entouré de fous. La formule d'Emmanuel Macron, c'était les maboules. Mais c'est le maboulistan, la France. Et figurez-vous que je croyais avoir vu quand même pas mal de choses pendant mon activité professionnelle, mais ça ne s'arrange pas et c'est de pire en pire. On a évoqué tout à l'heure les obligations légales de débroussaillement. Il faut quand même savoir qu'entre le moment où la loi de 10 juillet 23 a été votée et aujourd'hui, il y a 90% des zones à débroussailler qui ne le sont pas parce que le texte prévoyant les obligations légales de débroussaillement n'est pas opérationnel. Il est interministériel et ce qu'a écrit un ministère, l'autre a écrit le contraire. Et j'ai le papier, si on veut faire l'exégèse, on va bien s'amuser. Et pendant ce temps-là, rien ne se passe sur le terrain. Les maires sont coincés parce qu'ils n'ont pas l'arrêté préfectoral pour le mettre en route. Et c'est comme ça sans arrêt. Il y a une espèce, cette centralisation, cette hypercentralisation des procédures ne répond plus aux situations d'urgence auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais pardonnez-moi, c'est encore l'échec de la Macronie qui avait promis d'accélérer le processus et d'une refonte complète de l'administration. Elle en est où, cette refonte complète ? Ça fait 10 ans qu'on a le même pouvoir. Ce qu'on voit, c'est une incapacité. Dimitri Carbonel, je le dis aux téléspectateurs parce que malheureusement, on ne voit pas suffisamment les noms, les fonctions. On découvre les experts sur ce sujet-là et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous parce que c'est vous les sachants. Nous, on vous pose... Vraiment, c'est le commun des mortels. On se dit, mais comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation ? Alors en fait, le point, c'est une incapacité à agir. C'est-à-dire qu'entre le moment où on prend la parole et le moment où on commence à dire « Ah bah tiens, on fait ceci ou cela », ça ne marche plus. Je vais prendre l'exemple local, le débroussaillage. On dit il y a 2 lois qui sont contradictoires, une pour la biodiversité, une autre pour les débroussaillages. Comment pourrait-on régler ça ? Potentiellement, une personne, est-ce que c'est le préfet ou quelqu'un d'autre, qui est capable de dire « Bon, entre l'OFB, je crois que l'OFB n'est pas sous la direction du préfet, mais entre l'OFB et les agriculteurs ou les personnes qui doivent débroussailler, il y a deux choses qui sont contradictoires, on prend cette décision. Et c'est là quelqu'un qui soit capable de pouvoir gérer ces contradictions de manière locale et qui a une connaissance locale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 2 décisions qui sont contradictoires, qui vous tombent dessus, vous ne savez pas quoi faire, et le maire ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'il y a ça, il n'y a personne qui prend de décision. Le problème, c'est être capable de prendre des décisions sur le plan local. Après, dire il faut arrêter avec l'ensemble des personnes, des gouvernants. Non, il y a des principes. On peut mutualiser des choses. Tout ce qu'on a appris en Gironde, on pourra l'utiliser dans les Landes et ailleurs. Donc, on a besoin de cette mutualisation. On a besoin de principes. En revanche, ce qui se manque, c'est effectivement une sorte de gabegie d'énergie et de ressources. Et surtout, on ne prend pas en compte le terrain. Et Christian Pinaudot, cette remarque vous était adressée, mais personne ne dit qu'il ne faut plus de gouvernement, il ne faut plus de pouvoir central. Mais décentraliser
réduire cet État obèse, cette administration obèse, pour donner la possibilité aux élus d'être plus libres d'agir, ça me paraît mettre du bon sens. La solution, elle est très simple. Dans les zones à risque, Christian Pinaudot. Dans les zones à risque où il y a des urgences, non pas de temps en temps, mais en situation quasi permanente, il faut que les maires aient les mains libres. C'est eux qui sont... Un maire, il ne faut pas oublier que dès l'instant où il est élu, il devient représentant de l'État. C'est un officier de police judiciaire qui est responsable des biens et des personnes sur le territoire de sa commune. Et d'ailleurs, les pompiers, s'il y a un incendie dans une commune, sont sous l'autorité du maire. Il n'y a que quand l'incendie dépasse la commune que c'est le préfet qui devient le chef opérationnel. Donc c'est le maire qui a toutes les responsabilités, qui est en première ligne, et on le coince pour les décisions avec des normes, des trucs, des machins. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est le cas pour la protection des forêts. Vous êtes expert en sécurité, Pascal Bito-Panelli. Les forces de l'ordre, lorsqu'elles agissent, mais le nombre de réglementations, de règles, etc., en plus d'un climat médiatique et politique, au moindre faux pas, vous êtes mort. C'est terminé. Absolument, Elliot. Moi, je trouve que ces crises et ces modes très dégradés sont révélatrices de beaucoup de choses. Et on voit à l'évidence que les cabinets ministériels ne regardent pas dans le même prisme que les acteurs de terrain, que les acteurs de l'opérationnel. Il y a une vision déformée, il y a de l'inertie et du ralentissement. Par ailleurs, tout à l'heure, on parlait du bon sens paysan. Je trouve que ce bon sens paysan, il nous rappelle une vérité intemporelle. On ne peut pas tromper la nature, ni les faits, ni la météo. Et comme ça a été dit tout à l'heure, les feux, ils ne tombent pas du ciel. Ils partent souvent du bout de nos doigts. Donc je pense aussi que le premier pompier, c'est le citoyen responsable. Et que c'est des choses qu'on doit évoquer ensemble. Aujourd'hui, on se trouve dans ces situations face à des méga-feux qui ne sont plus des sprints, mais des marathons, qui appellent donc une stratégie de combat qui ne nécessite pas que de l'eau, mais de l'anticipation, de la prévention, beaucoup de moyens, de la transversalité opérationnelle. Et on voit que mettre tout ça en forme et, si vous voulez, pour que toutes ces unités travaillent de concert, c'est extrêmement compliqué. Heureusement, ça fait, vous avez vu, ressortir une dynamique de fraternité. Mais au-delà de l'aspect idéologique, politique, administratif, ça a des conséquences qui sont dramatiques sur le terrain. Mais il n'y a personne qui est responsable. Regardez les images. Le sujet hier qui a été proposé par Sarah Varny, c'est un sujet qu'il faut garder parce que il y a tout dans le sujet là aussi sur ces images apocalyptiques. Vous avez des Français qui ont tout perdu. On a perdu des années à essayer de se contorsionner pour savoir si on respectait la règle A, B, l'alinéa 7, parce qu'il fallait respecter une norme qui venait de Bruxelles et il ne fallait pas dire essayer de chagriner les ONG, éviter qu'il y ait une manifestation et pourquoi pas même une ZAD. La débrouille, c'est un bon exemple. Donc voilà ce qui se passe. Et ça a des conséquences dramatiques. Cette inaction, cette inertie de l'État obèse, cette incapacité de laisser les élus locaux agir, bah voilà ce que ça peut donner. Voyez le sujet, il est signé Sarah Varny. La forêt de pins laisse place à une immense mer de fumée. Un paysage lunaire sur des kilomètres où tout signe de vie a totalement disparu. Une forêt où ne se dressent plus que des arbres aux troncs calcinés sur un tapis de cendres. Entourée de la pinède, la commune du Porge est devenue un village fantôme, ravagé par les flammes. Les habitations peinent à tenir encore debout. 183 maisons ont été réduites en cendres. Les habitants apportent leur aide aux pompiers et viennent éteindre les reprises de feu, munis de cuves sur de simples pick-up. Car même si le feu est stabilisé après une nuit calme,
il reste toujours actif. Aujourd'hui, on a des conditions météo plutôt défavorables, avec une température qui augmente, on a une vigilance canicule qui revient, on a un taux d'hygrométrie qui s'abaisse et on a un vent qui change d'orientation. On était sur un vent qui allait donc de l'ouest vers l'est et là, il change considérablement de direction puisqu'il va de l'est vers l'ouest. Face à la crainte d'une aggravation du méga-feu, de nouvelles évacuations ont été décidées, notamment à Lacanau. On va faire un petit numéro là-dessus. Sur quoi vous pouvez L'irresponsabilité des administrations centrales, parce qu'elles travaillent que dans ce sens-là. Ah oui, il faut surtout parapluie, pas assumer. Parapluie, ceinture, bretelle. C'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on voit. Mais pardonnez-moi, le discours officiel de l'administration centrale aujourd'hui, c'est le même que pendant la crise sanitaire. On avait des soignants qui appelaient à l'aide pour récupérer qui faisaient eux-mêmes des masques chirurgicaux. Mais personne n'a été responsable. Ah non, on n'a même pas trouvé, figurez-vous, on n'a même pas trouvé la personne qui a décidé de jeter le stock de masques. Mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. Je pense qu'on pourrait s'inspirer Dimitri Carbonel. On pourrait s'inspirer de l'armée. Enfin, je veux dire que lorsque, par exemple, il y a une guerre, qu'il y a une bataille, il y a ce qu'on appelle un principe de subsidiarité, c'est que la personne qui se trouve sur le terrain a un certain nombre de principes, a un certain nombre de règles, et en fonction de cela, effectivement, choisit d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Évidemment, il ne va pas commencer à demander au général ou au chef d'état-major si il doit tirer ou faire ceci. Ah bien, ça doit être le même principe ici pour des crises qui, encore une fois, je l'ai dit, s'accentuent de plus en plus à cause du réchauffement climatique et d'autres raisons. Et donc, on doit beaucoup plus réduire, effectivement... alors, les normes ont du sens, les normes sur la biodiversité ou d'autres sont importantes. La question, c'est qu'il faut être pragmatique. Dans certains cas, ça n'a aucun sens, et dans un certain nombre de cas, ça a tout à fait du sens. Et il faut être capable de pouvoir décider. Quand vous mélangez... Hélène Rouet. Quand vous mélangez en fait cette norme, cette bureaucratie absolument insupportable qui est mixée en plus avec une idéologie qui parfois vient de Bruxelles, on a vu récemment l'exemple de l'AD Blue qui est absolument dingue. C'est-à-dire que l'AD Blue, c'est un antipolluant qui parfois, alors que vous avez des pompiers et des camions qui sont sur le front des incendies, vont devoir aller recharger donc les camions citernes en AD Blue parce que justement, il faut rendre l'essence un peu moins polluante. Et ça fait partie de ces normes qui n'ont absolument aucun sens et pourtant qu'on impose aux pompiers. Alors que là, mais enfin, je veux dire, on est évidemment, vous avez raison de dire avec le principe de subsidiarité, c'est comme à la guerre. Là, il y a un moment donné, il n'y a pas d'AD Blue, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, là, la question, elle n'est pas là. Donc, et on revient évidemment avec ce bon sens qui est non seulement à cause des normes, vous ne pouvez pas le mettre en place, et avec l'idéologie, encore moins. Et je soupçonne l'administration française d'avoir laissé passer cette norme européenne qui n'est pas descriptive au point de dire que ça s'applique aux camions de pompiers. Et je soupçonne l'administration française, soit par négligence, soit par omission ou commission, d'avoir laissé passer ça sans réagir. Parce que c'est absurde. C'est absurde. C'est que l'AdBlue, par exemple, le plus gros problème, c'est que Dimitri Carbonel ne peuvent pas effectivement fonctionner sans AdBlue parce qu'effectivement, il y a un dispositif qui l'empêche. Et évidemment, c'est absurde. Pour les pompiers, il y a aussi d'autres systèmes d'anti-collision. Lorsque vous avez un véhicule, vous tombez sur sur un arbre, évidemment, vous allez faire de la collision. Donc, c'est un système d'anti-collision, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que la règle, de manière générale, elle peut avoir tout à fait du sens. L'AdBlue a du sens pour la très grande majorité des cas. Le problème, c'est qu'il y a des cas exceptionnels. Voilà. Et là, dans ces cas exceptionnels, il faut savoir être capable de déroger. Et je sais. Est-ce qu'on met de l'AdBlue dans les chars d'assaut ? Non, mais et donc, ce qui se passe, c'est que aussi cette remontée terrain et tenir compte, par exemple, je suis certain qu'il y a des pompiers qui ont été dire avant, aujourd'hui, tiens, AdBlue, c'est peut-être pas super logique pour des véhicules de pompiers. Eh bien, on aurait peut-être pu l'intégrer en disant que la norme générale, c'est celle-ci. Ensuite, les cas exceptionnels sont ceci, et dans certains cas, on est prêt à retirer ou avoir donc encore un manque d'anticipation, encore quelque chose auquel on n'a pas réfléchi jusqu'à ce qu'on soit... Justement, tiens, le terrain, ça peut être intéressant d'avoir la parole d'agriculteurs, le bon sens paysan qu'on va mettre à l'honneur dans quelques instants avec Mathilde Ibanez qui est au plus près des bénévoles qui se mobilisent depuis une semaine. Bonjour Mathilde Ibanez. Mathilde ? Alors, visiblement, il y a un problème de son. On ne vous entend pas, chère Mathilde Ibanez. On va essayer de reprendre la connexion avec vous dans quelques instants, Mathilde, puisque visiblement le son... Vous m'entendez, Mathilde, ou pas ? Oui, alors vous faites un signe de la... très bien, et vous ? Ah, bah voilà, Mathilde Ibanez. Ah
Bah, écoutez, j'ai entendu votre question, parce qu'on peut vous dire, c'est que nous, on est avec des agriculteurs qui sont eh bien, mobilisés dès le premier jour. Ils sont en première ligne, directement avec les pompiers, parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans cette lutte contre ces flammes. Bonjour, nous, justement, on se trouve avec vous. Expliquez-nous un petit peu, justement, votre rôle. Bonjour. Écoutez, moi je suis avec un tracteur et une tonalisier. On ravitaille les pompiers en eau ou on noie les pare-feux. On fait ce qu'ils nous demandent au mieux. On fait ce qu'on peut. Comment ça s'organise avec les pompiers, justement? Ils vous demandent de venir à un endroit précis. Quelle est la logistique, finalement? Ils viennent nous chercher directement là où on pompe, souvent. Et ils nous disent, suivez-moi, et on fait ce qu'ils nous disent, quoi. On sait que votre aide, elle est cruciale, et pourtant, ça n'a pas été facile pour vous, puisqu'on vous a demandé une dérogation. C'est ça, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, ils nous ont demandé une dérogation pour circuler en voiture, surtout, parce que ceux qui se sont fait évacuer, il y a beaucoup de cambriolage, et du coup, ils veulent qu'on ait des dérogations pour circuler, pour être sûr qu'on ne soit pas des individus inconnus. Voilà. Il y a certains d'autres agriculteurs avec qui nous avons pu échanger qui étaient extrêmement remontés parce qu'ils étaient là finalement pour venir aider. On les bloquait sur plusieurs points de barrage. Est-ce que justement vous comprenez un petit peu ces points de barrage et ces contrôles réguliers? On comprend. Pour moi, c'est pas logique qu'on soit bloqué comme ça alors qu'il y a le feu. On devrait nous laisser libres pour essayer de sauver le Médoc. Alors que là, on nous empêche de circuler et on laisse le feu se propager partout. Vous, hier soir, vous étiez encore mobilisé, vous étiez littéralement en face des flammes et vous vous êtes blessé la main. Expliquez-nous un petit peu, parce que vous êtes mobilisé, vous ne vouliez pas aller à l'hôpital en plus, c'est ça? Oui, je me suis fait mal, mais bon, c'est pas bien grave. C'est avec ma tonalisier pour arroser. J'ai une pièce en fer qui est tranchante et j'ai pas fait gaffe, j'ai dérapé et je me suis ouvert la main. Combien de points de suture? Vous êtes allé à l'hôpital depuis? Non, je suis pas allé à l'hôpital, ils m'ont mis des strips. Et il aurait fallu que j'y aille. Il aurait fallu 5 ou 6 points, mais c'est pas grave. Pourquoi pas y aller? Prendre 5 minutes pour y aller? On préfère éteindre le feu. En tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Je vous le disais, hein, les agriculteurs sont vraiment en première ligne avec les pompiers, tout comme de nombreux civils qui sont ici et qui essaient d'éteindre les flammes avec les pompiers, parce que ce feu ne cesse de grandir et d'être extrêmement virulent. C'est plus de 40 000 hectares qui ont brûlé depuis. Merci Mathilde Abagnès et merci à Antoine Durand. Vous êtes à Sainte-Hélène avec des agriculteurs pour ce témoignage qui là aussi réchauffe le cœur. On revient sur notre débat. Le débat et la grande question qu'on doit se poser, c'est comment libérer les élus locaux pour qu'ils puissent protéger nos forêts sans le diktat des ayatollahs verts et des technocrates parisiens. Et on parlait de l'AD-Blue. Qu'est-ce que c'est l'AD-Blue pour les camions de pompiers, lieutenant Macri? En fait, pour que tout le monde comprenne le débat que vous avez eu très concrètement, ce que ça procure sur le terrain, c'est qu'en fait, on a des camions qui ont de l'AD-Blue. Et le camion, à un moment donné, il demande une régénération. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il s'arrête. Et donc, à ce moment-là, si on a un camion qui s'arrête dans un groupe de feux de forêt, c'est-à-dire 4 camions, eh ben, le camion qui s'arrête pénalise tout le groupe. Et donc, du coup, on est en arrêt en attendant que le camion puisse se régénérer et puisse repartir. Bien, je vais devenir fou. Et de ce fait, c'est vrai que ce genre de situation peut nous mettre à mal. Qui est la personne qui a pensé à mettre en application ça? Est-ce qu'on peut retrouver les responsables de cette mise en exécution? Moi, tout ce que je peux dire ici, c'est qu'on a aussi des problèmes sur les véhicules. Aujourd'hui, on a de nouvelles technologies et qui est fantastique pour le conducteur lambda avec sa voiture. Mais quand on a une voiture qui nous ramène sur la droite alors qu'on veut aller à gauche et qu'on n'a pas mis notre clignotant, c'est aussi un problème pour les secours. On a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas faites pour les véhicules de secours. Alors, juste un point avec Gérard David, qui est pilote et consultant aéronautique. Merci d'être avec nous, Gérard David, parce qu'il y a autre chose qui entre dans le débat, c'est les investissements qui n'ont pas été faits pour qu'on ait une flottille à la hauteur du risque qui est aujourd'hui sous nos yeux et qui a des conséquences extrêmement graves. On a aussi beaucoup parlé de ces fameux Canadair. Laurent Nunez va vous taper sur les doigts, Elliot. Non, vous savez, Elliot, le salut vient toujours du ciel. Que ce soit dans la vie ou que ce soit pour les feux de forêt. Aujourd'hui, les moyens aériens, avions, hélicoptères et drones, sont attendus comme le Messie. Le problème, c'est que le Messie, aujourd'hui, il peut, et que
la réponse officielle et les paroles officielles dont vous avez beaucoup parlé ont montré les limites de l'impéritie. On les entend toujours parler au futur, il faudra faire en sorte que, mais il faudrait parler au conditionnel passé. Il aurait fallu que. Or, les moyens, ils sont importants, personne ne le nie, mais ils sont notoirement insuffisants. Et quand je pense au premier tweet du président, ça m'a renvoyé au vers célèbre de Lamartine, « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, s'il n'a l'âme et la lyre et les yeux de Néron ». Et malheureusement, sa venue à Bordeaux, au-delà de l'empereur décadent, m'a renvoyé à Zazie dans le métro, c'est tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. C'est dramatique quand on pense aux victimes, aux riverains, à tous les Français, aux citoyens qui se mobilisent pour lutter contre cette guerre du feu, et d'avoir des officiels, j'ose dire, excusez-moi d'être sévère, mais qui se pavanent en propos totalement déconnectés, non seulement hors du sol, mais hors du feu. Gérard David, tout le monde se pose cette question, pourquoi nous sommes tributaires alors qu'on a une puissance aéronautique française? Pourquoi on est tributaire des fameux Canadair? Personne n'a imaginé un jour avoir un Canadair tricolore, un Canadair français? Si, il y a des projets d'ailleurs très précis, de INAERO notamment, de faire des Canadair français. Le problème, c'est que les Canadiens avaient pris une certaine avance en matière d'avions qui est capable d'écoper et d'avions suffisamment maniables pour larguer sur le feu lui-même. Bon, l'armée française est la troisième du monde, l'armée de l'air française est aéronautiquement incomparable, mais malheureusement, les feux de forêt n'étaient pas entrés dans leur stratégie et que toutes les études militaires s'occupent plutôt de la défense du territoire, des citoyens et des frontières plutôt que des feux de forêt. Donc aujourd'hui, on leur demande, ils ont réussi des premiers largages, on leur demande de s'associer aux moyens terrestres parce que, encore une fois, la stratégie, elle doit être globale. Elle est aérienne, elle est terrestre, elle est humaine. L'investissement dans les humains est absolument capital. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à une impuissance publique qui est le résultat, encore une fois, d'une impéritie passée. Merci Gérard David d'être venu nous voir pour témoigner, pour expliquer ce que beaucoup aussi disent, c'est-à-dire que tout est une question d'anticipation, de politique sur le long terme, de cap que vous voulez engager, parfois d'innovation, c'est-à-dire un Canadair français avec la puissance aéronautique que nous avons. On a du mal à comprendre pourquoi nous ne l'avons pas déjà mise en place. Alors, même si ça coûte des centaines de millions, même si ça coûte pourquoi pas des milliards. Je le dis trop souvent, mais chaque année, j'ai 4 milliards que je peux vous trouver. Chaque année. Je ne sais pas pourquoi je pense à 4 milliards, mais donc chaque prochainement année, président alors il y a 4 milliards que je peux vous trouver très très vite. Donc, c'est pour ça qu'on comprend pas. Bah, évidemment, quand je dis ça, vous avez compris qu'il y a aussi une pointe d'humour. Mais enfin, mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que la réalité, c'est que quand vous voyez le budget, vous avez très probablement des grands patrons qui redistribueraient peut-être différemment les milliards qui partent, on ne sait pas où ils partent. Mais pour les Canadair, alors il y a quand même une raison historique, c'est que le Canada a depuis très longtemps des larges feux de forêt, et donc il y a un intérêt économique d'avoir donc de construire effectivement des Canadair. Après, aujourd'hui, vu l'ampleur des incendies, oui, ça a tout à fait un intérêt, mais ça prend du temps de créer une filière, comme on l'a vu dans d'autres domaines, la filière nucléaire ou d'autres choses qui ont été abandonnées. Oui. Eh bien, il y a des filières effectivement sur lesquelles il faut réinvestir. Il y a aussi pas mal de technologies, notamment, on le voit, en termes même de drones qui sont capables de visualiser durant la nuit là où il y a des points chauds. Donc oui, il y a une innovation qui peut être mise en place, même si ça ne suffit pas par rapport à la prévention ou d'autres choses. C'est un des éléments. Bien sûr, mais on marche sur deux jambes. Si on peut marcher sur la prévention et en même temps sur l'innovation, ça peut être pas mal. Tout à fait. C'est juste ce qu'on se dit, mais là aussi, c'est peut-être une parole simpliste, pour ne pas dire simplette. Oui, Pascal Bito-Panelli. On peut se poser la question de savoir si, avec ce changement quand même climatique, ces alertes de la planète, on ne se dirige pas vers une nouvelle ère de l'incendie. Et est-ce que nos moyens sont à hauteur de l'évolution et la modification des risques? Est-ce que nos besoins n'augmentent-ils pas plus vite que nos capacités? Ça, c'est toutes les questions auxquelles, bien sûr, doit répondre l'État. Et évidemment, laisser une marge de réaction opérationnelle
immédiate en situation dégradée aux acteurs de terrain et notamment aux maires. Il me semble que c'est une priorité absolument, je dirais, absolue. S'il y a bien une filière européenne qui aurait du sens, c'est celle-ci, me dit-on, parce que vous êtes très nombreux. Mais comme chaque crise, on se dit, mais que s'est-il passé ? Il y a un papier absolument formidable de Olivier Babot, l'économiste, que je vous soumettrai juste après une courte pause, qui dit, mais on est les champions du monde de la dépense publique, du prélèvement obligatoire, mais où passent tous ces milliards ? Mais où passe-t-il ? Et personne n'est responsable dans ce pays, de rien. Et ça on s'améliore s'applaudit. pas en plus. Et on fait des conférences, des expertises. Le Beauvau de la sécurité civile, qui a été... il s'est auto-congratulé, Emmanuel Macron, du Beauvau de la sécurité civile. Il est toujours sur Depuis le bureau, hein. septembre 2025, le rapport final est sur un bureau. On ne sait projet de pas loi, même. sur le bureau de qui, sur le bureau de quand, et il n'y a rien qui a été mis en application dans la loi. Septembre 2025. Il est sur le bureau de François-Noël Buffet, qui était l'ancien ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui était Bruno Retailleau. Et quand ils ont tous les deux quitté Beauvau, donc il y avait un projet de loi qui était prêt. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, l'a d'ailleurs répété. Il est aujourd'hui à Beauvau, sur le bureau de Laurent Nunez. Mais on attend quoi ? Oui, voilà. 9h57 sur CNews et sur Europe 1. On va faire la passation des pouvoirs, des plateaux, avec Ombline Roche qui est avec nous, chère Ombline. Bonjour, Elliot. Comment allez-vous, chère Ombline, et quel est le programme pour vous ? Ça va très bien, le club de l'été avec notre invité, un chanteur, mais pas que, il est aussi comédien, il sera au théâtre. Vincent Niclot sera dans le club de l'été. Écoutez, j'ai vu une chaise vide, j'ai un micro bleu et je ne vous vois pas, Ombline. À part si désormais c'est Fantomas qui dirige et qui pilote le club de l'été. Mais on vous entend parfaitement bien, chère Ombline. À tout de suite. On salue les auditeurs d'Europe 1 que j'aurai le plaisir de retrouver entre 16h et 18h. Et les téléspectateurs de CNews, je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'heure des pros. On va parler aussi de la crise politique parce que l'opposition parle de scandale d'État. Est-ce qu'il y aura des responsabilités face à cette nouvelle incendie ? C'est la question qu'on se pose, les responsabilités politiques.